soyons clairs. Mmh. D'abord, il y a quelques années, jamais j'aurais osé dire une chose pareille. Après, pour ceux qui me connaissent, je suis quand même, un peu provocateur et je pense que maintenant, dans la maturité dans laquelle je peux lancer de telles choses en disant effectivement, le management, c'est aussi, de l'amour. Mais clairement, il faut décortiquer tout cela Ouais. parce qu'on ne peut pas se limiter à dire que c'est de l'amour, quoi. Bienvenue dans Abracadabra, premier épisode de la saison 2 et toujours aux côtés de Cédric Bischetti de Nous Tous Pro, avec qui on forme un binôme de choc, Cédric Dizimara. On a le plaisir d'accueillir sur notre plateau des invités, entrepreneurs, dirigeants qui vont nous parler et nous décrypter leur tour de magie. Et ouais, on parle de magie, magie du succès, magie des doutes, magie des convictions, magie aussi d'un groupe d'humains qui fonctionne ensemble et qui se met en action, magie de l'entreprise d'une certaine manière. Et notre invité pour cette saison 2, Eric Wolf, bienvenue à Abracadabra. Merci Ça va et bonjour. et bonjour. Et Alors, alors, si on dit magie comme ça pour parler justement de tous ces trucs un peu étonnants qui fait que d'un seul coup, un groupe d'humains fonctionne ensemble, finalement, c'est pour ça que ça s'appelle Abracadabra. Hein, tout ça, ça connecte aussi avec toi, Eric, sur ce que tu as vu dans ton parcours. Écoute, désolé Cédric, mais moi magie, ça correspond pas, au sujet vraiment, je dirais plutôt alchimie. Ok, mmh, d'accord. Ça a été évoqué dans notre saison 1, hein, on voit les alchimie, personnes de ouais. la saison 1. Euh, Eric, pour te situer, tu es directeur de l'Alsacienne de restauration depuis 2007. Avant ça, tu as déjà été dans des grands groupes, Oui, Canon, Epner. Epner pour les transports, pour ceux qui connaissent. L'Alsacienne de restauration, pour situer la boîte, ça a été créé en 1978. Et c'est un traiteur à grande échelle. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Hein, excuse-moi, ce n'est pas les bons mots. non, C'est pas les bons mots? OK. non, En tout cas, il y a de la restauration en entreprise, en collectivité, c'est dans les ça. hôpitaux, chez les enfants aussi. Une restauration qui se veut, connectée aux produits locaux, une restauration de qualité. Environ 1 500-1 600 salariés? 1400. 1 400 salariés, c'est presque C'est déjà juste pas pour mal, hein. l'affaire. C'est ça. Et depuis 2008, l'Alsacienne de restauration, ça fait partie d'un groupe, Elior. Voilà, donc est-ce que c'est à peu près juste la Presque. géolocalisation? Tu veux je peux Vas-y, préciser ouais, un bien petit sûr, peu? corrige, corrige. Ouais, ouais. Donc, en fait, l'appartenance au groupe Elior est depuis 2007 et moi, j'ai commencé d'abord dans le groupe Elior avant effectivement, d'être nommé à la tête direction générale de l'Alsacienne de restauration. OK. Voilà. Et Donc c'était en 2007. et c'est une question vraiment toute bête, mais j'avoue qu'elle m'a percuté, dès le début. Toi, tu es pas cuisinier, tu vois? Tu diriges une boîte de cuisine, mais tu es pas cuisinier? Non, Ouais. effectivement, mais j'étais pas non plus, transporteur routier, quand que travaillais chez Bien sûr. Epner Ouais, ouais. et je n'étais pas photographe, quand j'ai travaillé chez Canon, Ouais, ouais, je hein. comprends. Donc de même, je peux travailler dans n'importe quelle entreprise sans pour autant effectivement, être du métier, Ouais. hein. Manager une équipe, c'est pas forcément, être du métier. Au contraire, je trouve que, c'est plus enrichissant de venir d'ailleurs et Mmh. d'avoir d'autres expériences. Ouais. Donc effectivement, je ne suis pas cuisinier. J'aime cuisiner par contre à la maison, Mmh. mais je ne suis pas cuisinier de métier. Mmh. Ouais, c'est marrant parce que moi je sais pas pourquoi, j'ai eu ce réflexe de dire, «Tiens, ça doit être un cuisinier, un chef, qui après a évolué, a créé sa structure, sous cette forme-là». Cédric, qu'en penses-tu? Je trouve qu'on accueille ici des gens qui parlent de leur parcours, qui racontent, des histoires un peu folles d'entreprise, d'entrepreneuriat, et à chaque fois, tu sais, ça te fait dire: «Ah, j'ai un peu envie de ça et tout ça». Et du coup, quand j'ai résumé, ton parcours, Eric, ça fait un peu le truc de: «Ah ça, j'ai trop envie!» Mmh. ça ça donne très, très envie. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça que tu as ressenti les choses quand on a dialogué aussi avec toi, Eric, pour préparer un peu ce moment. Hem, ça donne envie, ton parcours, ton aventure, on parle de beaucoup d'aventure ici, ton aventure entrepreneuriale de dirigeant, en l'occurrence là chez l'Alsacienne de restauration. Toi, tu as eu ce sentiment, Cédric, punaise, ça donne envie? Bah, oui, oui, complètement, hein. Hein? Dès que bah, dans le lien qu'on a, et que j'ai perçu que ça pouvait être un invité super inspirant, Ouais. et d'en savoir plus, en fait, sur ce que tu as vécu, ton aventure et en apprendre,
de ton expérience et de ce que tu as envie de nous partager. Mmh. Ce côté aventure, quand on parle, de vie professionnelle, ça va, ça te convient comme type de mot qu'on colle à l'aventure, à la vie professionnelle? Moi, je dirais pas ça. OK, En fait, c'est un parcours, ouais, hein, donc j'ai pas vécu ma vie professionnelle comme une aventure. Certains le font. Moi, très honnêtement, non. Je l'ai vécu comme un parcours, voilà, qui était, semé d'opportunités, parfois aussi de déceptions, mais pas mal d'opportunités et que j'ai saisies au fur et à mesure. Alors, au final, on peut dire que c'était une aventure, mais moi, je l'ai vécu plutôt comme un parcours. OK. Mmh. D'accord. Alors, on va démarrer, lancer maintenant l'émission avec, le principe, on va ronger un os, hein. C'est comme ça qu'on se le dit et vraiment on veut découvrir la magie aussi, que porte chacun ou l'alchimie, que porte chacun. Finalement les recettes, que nos dirigeants, que nos entrepreneurs portent et qui font peut-être aussi une forme de succès, de réussite et ça peut nous inspirer, c'est un peu l'objectif de tout ça et quand on t'a questionné, sur ce point-là, tu nous as sorti un truc, tout simple, mais un peu choc quand même en même temps, Provoque. un peu provoque, ouais, comme ça et on aime bien ça, la notion, d'amour dans le management. La notion de connecter à l'autre, de vraiment être préoccupé finalement par l'autre, par son collaborateur, et c'est ça l'une des clés, de succès, du management. Donc je pose ça là comme ça, comme une grosse patate chaude. C'est Ça clair. ça va être notre sujet, ça pour tous les sceptiques ou pour tous ceux qui aimeraient vivre ça. Franchement, moi, en fait, je me suis dit: «Ouais, moi, j'ai envie de vivre ça». J'ai envie de vivre, quelque chose de vraiment de fort, de la connexion humaine, dans mon lieu professionnel. Donc je suis très content qu'on puisse parler de ça ensemble et de voir, bah, comment toi tu arrives à le déployer dans une boîte où il y a 1 400, collaborateurs. Voilà, là, le défi est élevé. Alors déjà, s'il faut définir le truc, comment tu définis ça? Essayer de placer, je pense qu'on peut commencer par ça, hein, Cédric, hein, Mmh. placer l'amour, la notion d'amour bien sûr, hein, au cœur d'un management. Alors, soyons clairs. Mmh. D'abord, il y a quelques années, jamais j'aurais osé dire une chose pareille. Après, pour ceux qui me connaissent, je suis quand même un peu provocateur et je pense que maintenant, dans la maturité dans laquelle je suis, je peux lancer de telles choses en disant effectivement, le management, c'est aussi de l'amour. Mais clairement, heu, il faut, heu, il faut décortiquer tout cela Ouais. parce qu'on ne peut pas se limiter à dire que c'est de l'amour, quoi. C'est clair que, là, les gens, ils vont dire: «Il est complètement givré», quoi. Surtout dans nos pays, hein, dans nos pays anglo-saxons, enfin, surtout en France d'ailleurs, on ne parle pas d'amour dans le management, quoi. On essaie d'apprendre le management, hein. On essaye de donner des outils pour l'apprendre. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Moi, je dis toujours, management, c'est compliqué à apprendre, quoi. C'est surtout à vivre. C'est Mmh. ça qui est important. Alors, certains sont dotés, très rapidement de capacités, hein, donc très jeunes. Ils ressentent les choses, sont de très bons leaders, mais un bon leader n'est pas forcément un bon manager, hein, donc mais ils peuvent être leaders et managers très tôt. Moi, ça n'a pas été mon cas, hein. Moi, je suis quelqu'un qui voilà, vieillit comme le bon vin, tranquillement, faut pas me consommer trop jeune parce que ça va pas être très bon et certainement qu'au début, ça a pas été très bon, Mmh. dans mes expériences. Mais au fur et à mesure, effectivement, ce que j'ai voulu rechercher, c'est effectivement la performance. OK. Ça a toujours été effectivement mon leitmotiv, la performance opérationnelle. Comment on fait finalement dans une entreprise pour qu'on soit performant? Alors ça, c'est un sujet que tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises euh, ont à cœur parce qu'évidemment, une entreprise, c'est là pour être performant. Il faut être les meilleurs, hein. Mmh. Je me dis toujours, qu'est-ce qui fait notre avantage comparatif par rapport à un concurrent? Hein, finalement, on fait le même métier quand on est dans le même métier. On fait la même chose. Il n'y en a pas un qui fait mieux que l'autre, hein, mais il y en a toujours un qui est meilleur que l'autre à un moment donné. Qu'est-ce qui fait cette différence? Pour moi, clairement, la différence, c'est la performance opérationnelle. Et là, derrière ce mot performance opérationnelle, on va toucher à l'humain. Mmh. Et je dis toujours, finalement, il ne s'agit pas de mettre que des moyens dans les mains des gens. Hein, on dit toujours, pour être meilleur, il faut développer un tas de choses. Effectivement, il faut investir, il faut mettre des moyens humains, des moyens matériels. Il faut être innovant, il faut qu'on soit effectivement... Effectivement, ce sont des conditions nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Pour moi, la performance opérationnelle, c'est comme une équation. L'équation, c'est simple.
c'est une valeur X plus des moyens égale une performance opérationnelle. C'est ça la base finalement. Alors comment on fait pour finalement trouver ce X? Alors c'est facile à résoudre une équation, mais en mathématiques c'est facile. Mais là il faut trouver effectivement qu'est-ce que c'est que ce X qui permet effectivement d'optimiser les moyens et qui donne de la performance. Bah, très clairement, au fur et à mesure de l'expérience, et ça tombe sur le sens quand on y réfléchit, ce X, ce sont effectivement les personnes avec qui on travaille, c'est leur faculté effectivement de s'épanouir dans leur travail, d'être effectivement motivés, heureux, effectivement. Et j'ai toujours, plus un personnel sera effectivement dans cet état d'esprit, plus qu'on va lui mettre dans les mains, il va l'optimiser. Mm. Et là, du coup, on sera performant. À l'inverse, on le comprend très bien, hein, moins une personne sera motivée, moins elle sera dans l'épanouissement, plus elle sera dans la frustration, et plus effectivement, on lui mettra les mêmes moyens, et elle va développer une performance bien moindre que son collègue qui sera, lui, dans une position différente. En fait, c'est ça le fond de l'affaire. C'est comment faire en sorte que nos collaborateurs, tous nos collaborateurs, soient dans cette position, effectivement, de motivation, d'épanouissement. Mm. C'est ça qui est. Alors, évidemment, on ne va pas se dire que tous les collaborateurs vont être épanouis en même temps. C'est une démarche qui ne s'arrête jamais. En fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut tendre vers ça. Ouais, ouais, après, c'est intéressant de relier ça à la performance. Et bien sûr, ça ramène ça bien dans le monde de l'entreprise. On est d'accord, hein. Exactement. Ouais, ouais. Juste, j'ai une petite remarque et question au passage pour bien éclairer le truc. Tu différencies leader et manager. Est-ce que juste comment tu différencies ça? J'ai l'impression que ça connecte avec Qu'est-ce ton qu'un bon histoire. manager? Ouais, Je me ouais. posais la même Mais- question. Mais en fait, il y a effectivement un leader, c'est effectivement quelqu'un qui va effectivement, comme le mot l'indique en anglais, qui va être effectivement à la tête de proue de quelque chose, qui va emmener, qui aura des projets, qui va les faire vivre. Notre histoire est faite de grands leaders. Est-ce que pour autant, c'est eux qui ont été de très bons managers pour emmener, effectivement, embarquer tout le monde derrière? Certains oui, d'autres non. Je connais des très bons leaders qui sont de piètres managers et qui, effectivement, font beaucoup de casse au niveau des collaborateurs autour d'eux. Ils ne suivent pas, hein, parce Mm. qu'effectivement, derrière, il y a beaucoup d'exigences, effectivement, peu d'épanouissement au bout du compte, des burn-out, et puis finalement, ça fait une casse sociale assez importante, dans le sens où il faut à chaque fois effectivement recruter, réintégrer, réembarquer, etc. Donc c'est en ça où je fais la différence entre le leader et le manager. Hein, donc le manager, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un bon leader d'ailleurs, mais qui peut être quelqu'un qui, avec un projet, peut embarquer toute une équipe autour effectivement d'une performance. Hein. Alors évidemment, alors est-ce que moi je suis leader ou manager? J'en sais rien. Les Hein, deux, donc sûrement. peut-être un De peu mon des deux. colonel. Hein, peut-être un peu des Il deux. anticipe T'es ta le question, capitaine. c'est bien. T'es le capitaine. Peut-être un peu des deux. Bon, après, il faut demander aux autres. Hein. Mm. Ce que je sais, en tout cas, c'est que si on veut favoriser l'épanouissement des collaborateurs et tendre vers effectivement un climat, en tout cas positif, pour maximiser ses moyens et arriver à la performance, il faut effectivement avoir une attitude, en tout cas, euh, qui soit constructive avec ses collaborateurs et effectivement qui tourne quelque part à l'intérêt qu'on a pour eux. Et c'est pour ça que je parle d'amour dans le management. Parce que je pense que quelqu'un qui n'aime pas les hommes, ou les femmes, pas l'homme avec un grand H, quoi, hein, Bien sûr. quelqu'un qui n'est pas vraiment tourné, et ça peut exister, hein, ça va être compliqué pour effectivement embarquer tous les gens autour. Parce que les gens autour, et encore plus aujourd'hui qu'hier, ils sont hyper attentifs et exigeants. Mm. On le sait tous. On le voit bien aujourd'hui. On voit que c'est compliqué quand même. Beaucoup de gens se plaignent effectivement de leur univers de travail. On parle de stress, de burn-out, etc. Et c'est compliqué. Et personne n'est épargné par ça, quoi. Hein. Et moi, avec 1400 personnes, je ne prétends absolument pas être arrivé au Graal de l'épanouissement général de l'entreprise. Mais il faut encore une fois, comme je dis, qu'on tende vers ça. C'est une préoccupation quotidienne. Et cette préoccupation, elle passe par effectivement une attention vraiment forte auprès de chacun des collaborateurs. Et cette attention, elle est animée aussi par l'intérêt qu'on a envers eux,
et c'est ce que j'appelle effectivement l'amour dans le management. Ouais. Parce qu'encore une fois, si on n'aime pas les gens, si on n'est pas intéressé par qui ils sont, bah, eux vont le ressentir et ça va être compliqué de leur demander de s'épanouir dans leur travail. Moi, j'ai une question provoque. J'ai entendu Moi, que... j'en avais une, mais moins Vas-y. provoque. Vas-y, on commence par la moins provoque, après je garde la mienne. Comment, en fait, quelque part, sur 1400 collaboratrices et collaborateurs, comment ça peut ruisseler cette vision oui, que tu bien sûr. incarnes et que tu portes en tant que leader et manager, dirigeant du coup, comment ça ruisselle et quelles sont les conditions pour que ça ruisselle partout, quoi? Alors ça, effectivement, c'est bien là où les choses sont très compliquées parce que là où le bas blesse en général, parce que déjà, il faut que ce soit incarné par le dirigeant et pas la gouvernance de l'entreprise. Hmm. Il est clair que si le dirigeant et la gouvernance, qu'on appelle classiquement le CODIR, hein, ne partagent pas cette vision, en tout cas du management, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi les bonnes personnes autour de soi. Hmm. Donc moi, effectivement, je prétends aujourd'hui que les gens qui m'entourent partagent cette vision-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, là où c'est compliqué, c'est au niveau du management intermédiaire. Parce que il faut bien croire, bien comprendre que dans mon métier, je ne manage pas, nous ne manageons pas des équipes qui sont proches. Elles ne sont pas dans le même univers. Nous, on a près de 300 restaurants répartis dans tout le Grand Est. C'est énorme. C'est énorme. Et comme je dis toujours, tous les matins, le rideau s'ouvre sur une scène avec effectivement un restaurant, son chef, ses équipes qui mettent en œuvre une prestation. Est-ce que vous croyez que tous les jours, ce rideau s'ouvre sur quelque chose effectivement qui est extraordinaire, avec une équipe épanouie et souriante? Évidemment que non. Mais on ne le sait pas forcément parce qu'on n'a pas un manager derrière chaque équipe. Et les managers de restaurants, je rappelle, sont des cuisiniers. C'est ceux que tu appelles manager intermédiaire? Non, ça c'est... Entre autres. Ok. Entre autres. Parce que je suis pas sûr de savoir où est le manager Il y intermédiaire. en a plusieurs niveaux. Ok. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs managements intermédiaires. Hein. Ça veut dire que après le CODIR, il y a effectivement des managers de secteur, et puis ensuite il y a des managers de restaurants. Donc il y a plusieurs niveaux effectivement de management intermédiaire. Et c'est effectivement managers dans le restaurant qui sont des cuisiniers hein, en fait de formation, n'ont jamais appris le management. Hein. Jamais. C'est un truc qu'on trouve dans beaucoup d'univers, ça, où t'es propulsé manager parce que t'étais bon technicien, entre guillemets. C'est ça. Et finalement, management, tu l'apprends un peu sur le tas et voilà. C'est ça. Donc effectivement, la façon de s'en sortir, c'est que on arrive à faire ruisseler, comme tu disais tout à l'heure, ce principe effectivement d'amour du management. Je ne vais pas le dire comme ça, hein, mais je dirais plutôt ce qui peut favoriser la performance, donc l'épanouissement du collaborateur, à tout niveau du management. Ça veut dire au niveau du CODIR, comme j'ai dit, mais aussi au niveau des responsables en dessous qui encadrent un secteur de restaurant, et puis bien sûr au niveau des managers de restaurant qui sont eux-mêmes des chefs de cuisine. D'accord? C'est ça effectivement essentiel. Et pour y arriver, il faut que chacun soit convaincu du bienfait de cela et surtout de ne pas arrêter de le répéter. Déjà, ça c'est une première chose. Bien sûr, après, il y a tout le pan des ressources humaines avec leur formation, etc. Ça, je n'en parle pas parce que toutes les entreprises ont ce genre de choses. Mais déjà, effectivement, je pense que cette quête d'aller vers l'excellence, entre guillemets, ou la performance absolue opérationnelle, c'est de savoir le répéter sans arrêt. Moi, en tout cas, à mon niveau, je répète et en CODIR, et dans les différentes réunions de secteur, et dans les conventions qu'on organise, que effectivement cette performance opérationnelle n'est réalisable qu'à la seule condition que nous arrivions à favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs dans chacune de leurs fonctions. Mais comment c'est perçu ça? Parce que on pourrait... j'imagine un collaborateur qui entend, et peut-être qui entend plusieurs fois de suite, et qui se dit ah, là, on me joue du violon. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut... ouais, non, mais Exactement. Comment est-ce qu'on peut rendre ça concret, là où ça n'arrive pas à devenir concret? Justement, en fait, déjà, le fait de l'annoncer, alors plus on l'annonce dans le grande assistance, plus ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Hein. Il faut quand même être... il faut être quand même réaliste par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est de convaincre chaque échelon du management. Okay. Ça, c'est la clé. Ça veut dire qu'il faut qu'on embarque chaque échelon du management par rapport à ça. Alors, évidemment, il y a des petites astuces. Alors nous, par exemple, on a une charte. Cette charte, parmi les 10 points qui sont énoncés, il y a ce point de l'épanouissement du collaborateur.
Ça veut dire que chaque cadre dans l'entreprise, donc chaque strate, en tout cas du management, avant d'arriver à être embauché en entreprise, à la lecture de cette charte et à cette charte son bureau. Et on lui énonce effectivement les points importants, dont effectivement cet engagement de favoriser l'épanouissement du collaborateur dans sa fonction. Ça, c'est la première chose. Donc il y a quelque part une sorte de signature tacite et Mmh. d'acceptation tacite de ce point de vue. Et ça, on le répète. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque recrutement de personnes dans les restaurants, c'est qu'on lui explique cette charte. Alors évidemment, encore une fois, je ne suis pas naïf à penser que c'est fait partout, quoi, hein. Faut quand même savoir que sur 1400 personnes, on en recrute comme des personnes, hein, Mmh. sur tout le territoire. Et en restauration, j'imagine que le turnover peut être Et important. et on a un turnover qui effectivement existe, donc c'est une quête permanente. Mmh. Mais encore une fois, ça ne passe que par la conviction que chaque échelon du management est convaincu par effectivement cette stratégie de l'épanouissement qui passe donc par effectivement une attention particulière qu'on aura vers son collaborateur, vers le fait d'aimer les gens avec qui on travaille. Ça ne veut pas dire d'être copain avec eux, mais ça veut dire d'être intéressé et pas justement passer en coup de vent, bonjour, ça va, je bois un café, je m'en vais. Le collaborateur pose une question, oui, oui, et derrière, rien ne suit. Ça, c'est l'exemple de frustration même du collaborateur. Mm. Moi, il m'arrive fréquemment de passer sur des restaurants. En général, quand je leur demande si ça va, on ne me répond pas. Bon, oui, tout va bien, parce qu'on ne va pas me répondre immédiatement. Alors, il faut favoriser un petit peu le dialogue, passer un peu de temps avec eux, et à un moment donné, effectivement, les choses sortent. Mmh. Hein, et là, on apprend que tel ou tel collaborateur, employé dans un restaurant, il a posé 10 fois la question sur l'explication des heures supplémentaires. On lui a dit qu'on l'expliquerait, mais on ne l'a jamais expliqué. Mmh. Qu'est-ce que ça génère, ça, derrière? Mmh. De l'épanouissement? Mm. Non, de la frustration. Mmh. Cette personne-là qui va être au service, face au client, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être épanouie, elle va être capable de favoriser un merveilleux parcours client aux gens qui fréquentent le restaurant? Non. C'est exactement ce qui se passe, parce qu'elle va être blasée, elle va dire ils n'ont rien à faire de moi dans cette entreprise, et effectivement, on va passer à côté. C'est pour ça que je dis que l'avantage comparatif qu'on a vis-à-vis de nos concurrents, c'est cela, c'est de faire en sorte d'embarquer le maximum de personnes sur cette performance opérationnelle qui passe bien entendu par l'épanouissement du personnel en général. C'est vrai. Ouais, donc j'entends qu'il y a cette rythmicité, il y a le ruissellement par la parole et planter la graine, et moi ce que j'aime bien les images, verser de l'eau régulièrement à toutes les strates du management intermédiaire, comme tu l'as exprimé. Et donc, moi, je suis face à des entreprises régulièrement où, en fait, il y a cette frustration des collaboratrices, collaborateurs qui n'ont pas été entendus dans leur contribution. Donc, on a déjà essayé, on nous a dit que, etc. Comment, dans une entreprise aussi grande que celle que tu diriges, il est possible de pouvoir mettre en place un système ou un écosystème, je ne sais pas comment, mais en tout cas un système, un process pour que les contributions du terrain puissent remonter et être réellement prises en compte au plus haut échelon que tu représentes en fait. Comment ça se passe en fait si moi je suis collègue, je suis tout en bas, je suis directement dans l'accueil des clients, dans le restaurant pour se projeter. Comment, si j'ai une contribution en disant tiens ça pourrait être amélioré ou j'aimerais bien, je sais pas moi, avoir un rôle un peu plus fun, j'en sais rien, et que je fais cette contribution, comment ça se passe concrètement? Alors, il y a plusieurs choses à répondre par rapport à ça. La première, je le répète, effectivement, nous, on a quand même effectivement une direction des ressources humaines qui est complètement impliquée effectivement dans cette démarche. Donc, on a effectivement, comme beaucoup d'entreprises, pas mal de moyens, effectivement, des moyens, ces fameux moyens hein, Mmh. qu'on met en place sous la forme effectivement de rencontres avec le personnel, de formation qui d'ailleurs mettent en avant ces aspects d'épanouissement hein, pour tout collaborateur. On a effectivement différents leviers pour identifier en tout cas les personnes qui seraient susceptibles de vouloir évoluer dans l'entreprise. Donc il y a pas mal de moyens effectivement qui sont en place. Je passe là-dessus parce qu'effectivement toutes les entreprises effectivement travaillent à cela. Ensuite, tu parlais d'écosystème. C'est vraiment un très bon mot que tu emploies. Pour moi, c'est hyper important de construire un écosystème autour de ces opérations. Cet écosystème, il est fait effectivement de fonctions support.
qui sont aussi à même d'être en contact avec chacun des restaurants. Ça tourne autour effectivement de tout ce qui est sécurité au travail, hygiène des aliments, la fidélisation de nos clients. C'est aussi tout ce qui est le pôle alimentaire, hein, par rapport aux innovations qu'on peut faire dans le culinaire, avec des personnes qui sont derrière, évidemment. Ça passe aussi par des conseillers culinaires qui sont autour des restaurants. Et j'en passe et des meilleurs. Ça veut dire qu'en fait, cet écosystème qui est en place chez nous, il n'est pas au bureau, il est sur le terrain. Mmh. Et justement, son rôle également, c'est d'accompagner, d'aider, mais aussi d'écouter ce qui se passe au niveau des restaurants. Et à leur niveau, c'est de pouvoir répondre aux questions ou les faire remonter à l'opérationnel, au manager, qui effectivement accompagne cet écosystème, hein. L'écosystème ne remplace pas le manager, hein. Mmh. L'écosystème est en appui Il en soutient. du manager. Donc ça, c'est en place chez nous. Et puis, je ne vais pas les oublier, il y a les partenaires sociaux. Parce que nous, effectivement, on a aussi des partenaires sociaux avec qui on a une relation très étroite, constructive. Et ceux-ci n'hésitent pas également à nous remonter, à me remonter différents points qui pourraient être des points irritants dans les différents endroits. Donc cet écosystème, ce système autour des ressources humaines, les partenaires sociaux, effectivement, tout cet ensemble contribue effectivement à avancer dans ce sens d'épanouir en tout cas le maximum de personnes dans l'entreprise. Ah, ça, c'est ce qu'on met en place. Encore une fois, ce n'est jamais suffisant et Oui. on doit Faut tendre reperfectible. vers ça. Ouais. Cette démarche n'est jamais terminée. Ouais, ouais. Et tu vas souvent sur le terrain? Oui, ah, mais je m'y oblige. Ouais, ok. Je m'oblige à aller sur le terrain. T'es pas au Euh, 15e je- étage d'une tour. Non, croyez-moi, j'aurais tous les prétextes pour rester au bureau tous les jours. Mais je veux pas. D'abord, je veux pas faire d'ingérence dans les affaires de mes collaborateurs, hein. C'est eux qui traitent effectivement les choses. Mais on joue une partie ensemble. Ça veut dire que quand les choses sont nécessaires, on joue comme une partie de balle. Et les collaborateurs du CODIR ou d'autres me passent la balle quand c'est nécessaire. Et ça me permet effectivement d'aller sur le terrain, de me présenter. J'essaye autant que faire se peut d'aller me présenter aux nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, notamment dans les nouveaux restaurants qu'on peut gagner, passer un moment avec eux. C'est toujours agréable. C'est jamais assez, mais en tout cas, je m'oblige en tout cas à maintenir ce lien. Ma question provoque, et peut-être pour conclure ce sujet, je crois qu'on a bien compris, hein, la notion d'amour, mais fait connecté à la performance, et je crois qu'on comprend en fait assez facilement ça, et on a tous été motivés lorsque justement on était connectés aussi humainement, qu'on voit qu'il y a une relation réciproque avec sa hiérarchie, etc. Donc on cerne très bien et c'est super. Et du coup, ma question un petit peu provoque sur la notion d'amour. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où ça marchait pas, où on a beau je sais pas, redoubler d'amour, redoubler d'attention, essayer tu sais, tu mettais l'image du collaborateur récalcitrant là qui il veut pas et tout ça, et on voit tous, et que toi tu redoubles d'efforts pour essayer de connecter, tu vois, presque tu t'y mets un peu de ton cœur aussi, tu vois, c'est pas neutre pour toi manager, c'est pas, ouais, tu t'y mets de l'énergie beaucoup plus que si tu étais un petit peu institutionnel et dans une posture, et ça marche pas. Ah ben, évidemment, il y a plusieurs cas de figure, hein. Donc, je dis toujours, c'est au manager de payer pour voir. C'est à lui de faire l'effort. Ok. C'est lui qui doit donner en premier. Et ça marche, hein. Moi, j'ai en tête un collaborateur très proche qui vraiment donne de lui-même sur chacun de ses collaborateurs. Et il y en a beaucoup, hein, véritablement, d'être attentif à tout ce qui se passe et en général, effectivement, très positif. Ça n'empêche pas les trahisons, ça n'empêche pas les déceptions. Ça, il faut bien comprendre que Mais ça les maximise aussi d'une certaine manière, non? Puisqu'on a mis du sien aussi en tant que manager. ça les maximise évidemment. Ouais, ouais. Après, effectivement, il peut y avoir des déceptions, hein. Finalement, on peut croire en quelqu'un, on peut avoir déployé beaucoup de moyens envers cette personne, et puis finalement, pour des raisons X ou Y qu'on ne connaît pas, elle va finalement, entre guillemets, trahir, ou en tout cas, pas être à la hauteur de ce qu'on souhaite. Ça arrive évidemment, hein. Ça arrive
c'est parce que c'est humain, hein. Alors après, il faut le supporter, hein. Donc, il faut pas se dire: «Eh beh, non, j'ai passé tout ce temps, et puis finalement, quelque part, je me fais avoir», hein. Ça, on sait tous avoir, hein. Donc, Mmh. on peut avoir confiance en quelqu'un et puis finalement, elle vous trahit et pourtant vous avez, une relation impeccable avec elle pendant des années ou des mois et puis à un moment ou un autre, paf, ça casse et vous vous dites, «Avec tout ce que j'ai fait, quand même», C'est jamais venu, comment dirais-je, ça peut être démotivant. abîmer Ah, abîmer cette alors motivation à ça peut, hein. Ça peut. Après, il faut être un peu blindé. Moi, je dois dire que j'en ai et vu passer, l'expérience? tellement que je dis pas que je m'agace pas, mais ça passe, hein, Est-ce donc qu'il n'y a pas un risque à être trop blindé, justement, ah, c'est aussi ça peut être et en lien avec l'amour, et de se dire, bah mince, je Bah me oui, suis c'est ça. refermé, quoi. Mais tu rentres dans tes postures justement voilà, après je deviens plus qu'un théoricien et puis quelqu'un qui donne des bonnes leçons comme ça, comme Ouais. je fais Non, non, je aujourd'hui. parle en général. Voilà, puisqu'effectivement, je suis tellement blindé qu'on Ouais. ressent plus rien. Non mais on comprend, enfin, Heu, moi je trouverais ça normal après presque, hein. Ouais, non, mais c'est normal, ouais, on apprend de tout, ouais. hein, quand je dis que j'ai fait un parcours, c'est ça, mon parcours a été fait, d'échecs Mmh. aussi, hein et ces échecs m'ont permis de rebondir à chaque fois, c'est classique, hein, quand même, hein, de rebondir sur les échecs, c'est bien parce qu'effectivement, ça permet, de rebondir et de passer à autre chose. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois, avec du découragement, mais en même temps, toujours cette volonté de rebondir et de se sentir bien par la suite. Mmh. Après, ça peut être aussi du manager. Alors, on donne de la j'ai des managers, ils donnent de l'amour, effectivement, sauf que, eux, ils sont, préoccupés à autre chose. La tête dans le guidon? La tête dans le guidon, des soucis personnels Mmh. qu'on ne connaît pas, hein, mais qui vont effectivement, se manifester auprès du collaborateur par, «Tiens, il n'est pas attentif à ce que je lui dis. Tiens, il honore pas ses rendez-vous. Tiens, il m'a promis quelque chose et il me l'a pas donné». Et pourtant, le collaborateur en question, il donne de l'amour, quoi, mais il n'est pas présent. Ça, c'est facteur effectivement de découragement du collaborateur parce qu'il sent que finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi, Mmh. finalement, Mmh. hein. Il y a un Ouais. décalage dû effectivement parce que quelqu'un me disait, je sais plus qui, «Ah bah, finalement, quand on manage de cette façon-là, ça nécessite d'être tout le temps, à l'optimum, quoi». Ah oui, c'est vrai et on n'est pas tout le temps à l'optimum. Mmh. On est comme tous, on a des hauts et des bas. Le tout, c'est que les bas, ils durent pas trop longtemps, Mmh. sinon c'est catastrophique et quand on a des hauts, effectivement, là, c'est très positif. Mais effectivement, le rôle de manager, il est pas simple parce que, on n'est pas comme une mécanique bien huilée, tout le temps sur le même diapason, quoi, hein. Mmh. Et peut-être que quand on a fait le premier pas en tant que manager à poser, l'amour au sens, voilà, la préoccupation de l'autre, au cœur de sa relation à l'autre, peut-être quand on est mal soi-même, le manager, l'autre nous le rend d'une certaine manière cet Bah, amour évidemment. ouais, ça connecte, je vois l'image. Non, mais c'est pour ça que c'est un bon manager, comme d'ailleurs, un salarié qui va s'épanouir, il faut vraiment qu'il ait, un la trilogie qui soit respectée. Un équilibre dans le travail, un équilibre dans sa vie privée et un équilibre dans son être lui-même. C'est ça qui est hyper important. S'il y en a un de ces équilibres qui n'est pas présent, Mmh. ça va se manifester par différentes choses. D'abord des pathologies, hein, clairement. Quand on n'est pas bien, on va développer, différents maux, hein, dans le dos, ou Mmh. ailleurs, je sais pas, on va peut-être même, provoquer des maladies par la suite, hein, et on ne sera pas en état de pouvoir bien manager, ça c'est clair, hein. C'est pas vrai de dire: «On va juste s'épanouir au travail et pas à la maison», et puis si on fait pas un peu de sport personnel, on fait pas des choses pour soi qui apportent un équilibre, ça marchera pas. Donc c'est ça aussi, il faut déjà que le manager, il prenne soin de lui. Mmh. Comme le salarié d'ailleurs. Le salarié qui a un manager avec lui, je dis toujours, c'est pas que le boulot, il faut aussi que, il prenne du temps pour lui, pour sa famille, pour ses enfants ou que sais-je, qui il veut, mais en tout cas, pour qu'il trouve un équilibre. Je crois que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de formateurs sur l'équilibre là. J'en connais un d'ailleurs qui dispense pas mal, de formations là-dessus. Je crois que tu le connais aussi, Cédric. Ouais. Mais d'ailleurs, ça va être Ouais, le complètement. point d'après. Mais, Beau lancer de balle, hein. C'est parfait. mais avant l'équilibre, j'ai quand même envie de savoir un point spécifique qui peut être intéressant pour aussi l'audience. C'est quel est en vrai, dans une entreprise où l'épanouissement est au cœur du projet et de son intention, de sa raison d'être, pour toutes et tous qui travaillent et qui œuvrent en ce sens, quelle est la responsabilité de l'entreprise et donc forcément par essence du dirigeant, donc toi là en l'occurrence dans la scène de restauration, de
d'amener ou d'aider les collaboratrices et collaborateurs à tendre vers cet équilibre. Quelle est la responsabilité? Où ça s'arrête en fait? Est-ce que si quelqu'un est complètement déséquilibré, c'est de la faute de l'entreprise, elle doit faire plus? Ou est-ce que, enfin, comment on trouve ce... C'est une question compliquée. En tout cas, il est clair que l'entreprise, si elle ne met pas les moyens nécessaires pour favoriser l'épanouissement et qu'au contraire, elle provoque du stress et du burn-out, elle a une responsabilité, l'entreprise. Ça oui. On est d'accord? Ouais, C'est-à-dire, c'est sûr. c'est juridique, Mhm. hein, donc maintenant. Hein, donc, véritablement, nous, on doit permettre effectivement cet épanouissement. L'épanouissement, il ne se limite pas à mettre une table de ping-pong ou un flipper dans l'entreprise. Mm. Hein, Déjà vu. J'avais utilisé cet exemple. Et ou des une salle tickets de resto, ouais. sport, ou effectivement repeindre les murs et avoir des super locaux. Hein. Ça voudrait dire que si les locaux sont moches et qu'on n'a pas tout ça, on ne va pas s'épanouir. C'est totalement faux. Hein. Donc tout ça, ce sont des choses autour, hein, ce sont des cerises sur le gâteau qui viennent accompagner tout cela, mais c'est pas ça l'essentiel. Véritablement, dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, que ce soit une boulangerie ou que ce soit autre chose, l'attention du personnel est essentielle. Alors après, on peut pas le dicter, ça il faut le ressentir. Si le manager le ressent, bah, tant mieux. Il y en a qui vont pas le ressentir. Il y en a qui vont se dire, bah, je donne t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, et puis ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis, c'est pareil. Ça arrive, ça, on est d'accord. Donc on ne peut pas dire à tous, il faut faire ça. C'est une question de le ressentir. Moi, je vous assure, quand j'ai commencé à manager, je ne le ressentais pas, ça. Moi, je disais juste, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. T'es pas content, tu prends la porte. À Voilà, l'ancienne. ça se passait comme ça. Ouais. Effectivement. Bon, après, j'ai vite vu que ça marchait pas très bien. Et c'est pas ce que je voulais. En fait, au fond de moi-même, ce que je voulais, c'est effectivement vivre d'autres choses. J'avais vu que l'aventure collective peut effectivement être un formidable ressort d'énergie. Hein, la réussite collective. Donc c'est épanouissant pour toi aussi, Eh bien, premièrement. évidemment, moi je me nourris de ça. Quand je vois des collaborateurs hyper épanouis, qui ont gagné, qui sont heureux, mais j'en prends plein, je prends beaucoup d'énergie avec ça. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est beau. C'est de provoquer cette énergie collective. Mm. Voilà pourquoi ça m'intéresse effectivement de parler d'amour dans le management, mais si vous avez compris derrière que derrière l'amour, c'est pas aimer au sens propre du terme Ouais, ses bien sûr. collaborateurs, Mm. mais c'est effectivement les considérer, c'est être à leur écoute, faire en sorte effectivement qu'ils soient épanouis pour que finalement on soit performant. Ouais, puis on sent le cercle vertueux global là qui intègre la direction, l'équipe sur le terrain, tout ça. C'est top. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question et merci d'avoir été là précis et puis d'avoir bien répondu à nos questions. J'espère. Ah ouais, c'est top et inspirant. On sent le défi du ruissellement de tout ça. C'est l'essentiel. Et c'est le défi permanent, on l'a compris. Hein. C'est un moment Smart Group maintenant pour continuer. Alors je sais pas si tu connais Smart Group, Eric. Non. Très bien. Donc Smart Group, on en parlait déjà dans la saison précédente d'Abracadabra avec Bernard Maufra, qui est porteur principal projet sur Smart Group. Et Smart Group, toi, tu es un intervenant. C'est vrai que Smart Group, c'est toi qui vas porter cette séquence. Smart Group, j'ai essayé de te faire résumer ce que c'était. Tu m'as dit, c'est un groupe de personnes qui se connectent à elles-mêmes, aux autres et à leurs projets. Et l'objectif de cette connexion, c'est d'aller ensemble, c'est d'aller trouver des ressources pour mieux se connecter encore toujours à soi-même, aux autres et aux projets. Donc voilà un petit peu Smart Group, donc un groupe intelligent. Et à chaque émission Abracadabra, eh bien, on décortique l'un des principes de Smart Group. Il y en a tout plein des principes qui portent ce groupe intelligent. Et on voit comment notre invité, donc toi Eric, tu résonnes ou pas à ce principe. Ben, merci pour l'introduction. Je vais compléter puisque tu as fait un mouvement dans la communication non verbale qui dit Je fais plein de mouvements non précis. se connecter. Ben, c'est bien parce que ça nous donne plein de matière. Se connecter à soi, aux autres et tu as dit après au projet. Non, le projet il est vertical et du coup c'est ce côté ternaire qu'on vient chercher. On vient puiser dans une énergie qui n'est pas nous, qui est au-delà. Et aujourd'hui, on se connecte à l'Alsacienne de restauration, dont l'intention est l'épanouissement, la performance, la qualité. Et dont un des principes qui m'est venu et en lien avec l'équilibre, c'est un des principes d'ailleurs qui est venu dans la saison 1. Et on remettra certainement le lien de la capsule réalisée par Bernard Maufra sur l'équilibre entre sécurité et liberté.
Et donc, c'est deux forces. Et donc là, je vais en appeler à mon mentor et formateur qui a reçu la transmission de Bernard. D'ailleurs, c'est Arnaud Stolz de nous tous, qui parle, lui, d'amour, justement. Ah bon? Et donc là, je me suis dit, c'est parfait. Bah tiens, C'est parfait. Parce qu'il dit, en fait, il y a deux forces essentielles dans la vie, les plus puissantes en tout cas. C'est d'une part l'amour et de l'autre côté, la liberté. ok. Il faut tendre à un équilibre. Et il m'a dit il y a 2 semaines, donc c'est pour ça que c'est très vivant en moi. Il y en a une qui est contenant, l'autre qui est contenu. Donc comme dans un verre d'eau, hein, il y a un verre qui accueille un contenu qui est l'eau, par exemple. Et le contenant, il dirait que Arnaud dit, c'est l'amour. C'est ce contenant d'amour qui permet d'accueillir la liberté de l'autre, mais qui donne aussi un cadre de sécurité dans l'entreprise, une structure, des limites, et à l'intérieur duquel, en fait, les personnes peuvent être libres, mais sans... Donc, et là, je fais le jonglage entre les capsules. S'il y a que de la liberté, ça part dans tous les sens, c'est un chaos. Il y a de la dispersion de partout. S'il y a trop de structure ou trop d'amour et que de l'amour, ou en tout cas l'entreprise devient sclérosée, il n'y a plus de vie dans le lien, dans l'épanouissement, dans le management aussi. Et donc, on en vient à cette notion d'équilibre entre le cadre sécurisé, qui est celui de l'amour, et cette liberté individuelle de chacune et chacun dans l'entreprise. Donc ma question, en fait, à l'aune de cette image, de ce principe, c'est comment tendre, pour toi, encore une fois, dans ce ruissellement aussi, ou peut-être même directement avec celles et ceux que tu encadres, peut-être dans le CODIR ou peu importe, mais comment trouver le juste équilibre entre ce contenant d'amour, cette structure et ce cadre, et cette liberté individuelle pour que les personnes puissent s'épanouir et se déployer de manière créative aussi. Voilà. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que tu as des clés là-dessus, sur cet équilibre, structure, sécurité, amour et liberté? Alors oui, ça résonne bien chez moi. Mais en fait, moi, comment je vais résumer ça? Plutôt, en fait, dans une entreprise, il faut laisser du champ libre à ses collaborateurs. Il faut que chacun s'épanouisse dans un cadre qu'on appelle en général la délégation, hein, et on laisse effectivement les gens s'épanouir. En fait, je ne dois pas former un codir qu'à mon image. Au contraire, je trouve que la diversité, c'est la richesse de l'entreprise. Moi, il n'y a personne qui se ressemble au niveau de l'encadrement de la scène de restauration. Il n'y en a pas un qui raisonne de la même façon. On partage par contre les mêmes valeurs. On partage ces valeurs, effectivement, de favoriser l'épanouissement du collaborateur, ça c'est clair. Mais il n'y en a pas un qui est pareil. Et au contraire, et je les laisse totalement, effectivement, euh, en tout cas manager, interagir auprès de leurs équipes de la façon dont ils souhaitent. On a un cadre, bien entendu, et j'ai toujours, il y a un cadre qui est sur 2 piliers en tout cas. C'est un, effectivement, le respect du collaborateur et son épanouissement, et le 2, c'est le résultat, Hmm. la performance. Et à partir du moment où effectivement ces 2 critères sont satisfaits, heu, et qu'on est d'accord sur les principes de l'entreprise, moi je n'interviens pas sur leur façon de faire. Hein, qui fassent de l'amour ou qui fassent de la sécurité, le tout effectivement, c'est qu'on y trouve chacun notre compte par rapport à ça. Hmm. Et je trouve que c'est très important de pouvoir raisonner comme ça et de laisser effectivement les gens s'épanouir dans leur travail, la façon dont ils veulent travailler. Je dis toujours, c'est un peu comme l'auberge espagnole, quoi, finalement. Les gens qui sont dans l'entreprise, il faut qu'ils y apportent leur touche. Et nous, on s'enrichit de ça. Mhm. Et en même temps, bah, il faut qu'ils prennent aussi ce que nous, on leur apporte. Et de cette façon, je pense qu'on va plus loin. Alors, c'est clair qu'on peut faire plus d'échecs. J'ai constaté dans ma carrière que il arrive pas mal de fois que les collaborateurs ont besoin de cadres. Mhm. Et en fait, la liberté qu'on peut leur laisser, telle que je le fais là, ça peut les déstabiliser. En fait, ils ont besoin d'être, en tout cas, cadrés, suivis, en tout cas, managés de près, hein. J'ai pas parlé plus familièrement, mais managés de très près. Et si on fait pas ça, il y en a qui s'y retrouvent pas. Hmm. Ils ont besoin effectivement qu'on soit derrière eux. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, ce que je veux, parce que ça prend beaucoup de temps déjà, Hmm. et c'est pas ça qui est intéressant. Donc, je préfère effectivement, au contraire, laisser les gens interagir comme ils le souhaitent, s'épanouir de cette façon-là dans leur façon de manager,
tout en respectant effectivement les principes de l'entreprise que j'ai dictés avant, et finalement de travailler collectivement parce qu'on va s'enrichir finalement des uns des autres de la façon d'être. Et l'autre avantage, c'est que si moi je m'en vais, normalement, il doit pouvoir continuer. Hein, contrairement à un management patriarcal où, comme on le disait en préambule avant l'émission, qui peut être effectivement un peu identique pour tous et finalement pas laisser le champ de l'épanouissement aux collaborateurs. Et donc du coup, quand la figure de proue, le patriarche s'en va de l'entreprise, bah alors là, c'est l'âme qui disparaît, quoi. c'est la bérésina. Ouais, ouais. C'est l'âme qui disparaît Mm. et tout le monde perd ses repères. Ouais, ouais. Et du coup, enfin, je sais pas si tu avais un. Non, vas-y, je t'en prie. Mais du coup, ce que j'entends là dans ta résonance et dans ton partage, c'est que en fonction des personnes et des individus qui s'inscrivent en fait dans le cadre global de l'entreprise, une invitation est portée au manager intermédiaire ou toi en fait en haut à bah tiens, cette personne est à cet endroit de son chemin ou a des besoins particuliers de cadre un peu plus strict ou un peu plus serré, et donc on va trouver un équilibre en fonction de la situation et de la personne. Est-ce que c'est ça? Alors, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas au même stade de cet état d'esprit, de pouvoir travailler un petit peu dans un cadre un peu plus souple, quoi, hein. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de structure. Mais il ne faut pas que ce soit trop de structure non plus, parce que sinon, on perd un peu l'essence même de notre culture. Notre culture, c'est plutôt effectivement d'accueillir des managers qui, effectivement, aient envie un peu de prendre l'initiative par eux-mêmes et de s'épanouir comme ça dans leur façon de manager. Il y en a à condition, encore une fois, de respecter ce que j'ai dit, à savoir, on respecte effectivement les personnes et on s'attache effectivement à ce qu'elles-mêmes soient épanouies, et deux, on fait du résultat. Donc ça se joue au recrutement aussi, quoi. Alors oui, mais on peut se tromper, hein, Oui, donc bien je sûr. connais pas le recrutement, c'est pas une science exacte, hein, Ah moi non, je bien me suis trompé maintes et maintes fois hein, sur les recrutements. J'en ai pas eu énormément, mais je me suis déjà planté. Ah, beaucoup de fois, beaucoup de fois. Donc c'est pour ça que j'aime bien, quand je recrute, expliquer ce genre de choses. J'aime bien effectivement pas rendre la mariée trop belle. Et j'explique effectivement tous les travers. Et j'explique aussi la façon qu'on a de travailler. Et je parle de cette histoire d'auberge espagnole. Alors ça ne résonne pas toujours chez les gens, mais au moins effectivement, j'ai toujours, quand je recrute, je parle sur différentes choses. Je dis toujours, si ça vous allume un élément négatif dans la tête, un signal faible, alors là, attention, attachez-vous à bien y réfléchir, parce que peut-être que ce signal faible sera effectivement ce qui fera que ça ne marchera pas. C'est top. Je pense aussi à le côté restauration, mais peut-être plus les restaurants de ville, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui bossent dans ces contextes-là. C'est peut-être moins la situation pour la scène de restauration, mais des jeunes qui finalement aussi apprennent très vite à devenir manager. Ils ont beaucoup de liberté, beaucoup de confiance, et il y en a qui d'un seul coup fleurissent comme ça. On ne pouvait pas les recruter là-dessus parce qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient capables d'eux, mais en fait ils fleurissent là-dessus. J'ai plusieurs exemples en tête. Tu vois ça aussi? En fait, tu sais, la restauration fait partie des métiers sous tension, hein. Ouais. Donc pour trouver des gens en salle et des gens en cuisine, c'est extrêmement difficile. Donc pour nous, c'est également la même chose, surtout que la restauration de ville, la restauration commerciale, elle a changé sa façon de fonctionner depuis le Covid. Ça ne vous a pas échappé que le dimanche et le lundi, c'est compliqué d'aller au restaurant. Ils sont fermés. La plupart. Bah oui, pour laisser du temps aux gens, effectivement, de passer du temps en famille. Donc du coup, il y a un mouvement arrière qui se fait, enfin un retour, où effectivement, les gens de la collectivité repartent en restauration commerciale. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde, alors, ça fait beaucoup de tension. Donc effectivement, moi je dis toujours, tous les jeunes qui cherchent un travail aujourd'hui et qui ont envie du métier de service, c'est un métier de service, hein, en salle, et qui ont l'amour de la cuisine, parce que je dis toujours, pour faire de la cuisine, il faut avoir de l'amour. Si on cuisine sans amour, ça ne va pas le faire. Mais il faut venir en restauration. Il y a de la place partout. Nous, on recrute. Toutes les entreprises de restauration collective recrutent. La restauration de ville recrute. On a un besoin dingue de personnes pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui s'y retrouvent et qui rapidement, effectivement, accèdent à des fonctions de manager, en chef de salle, chef de rang, etc., en salle. Après, en cuisine, il faut quand même apprendre à cuisiner. Hein. Mais le service, c'est aussi apprendre à servir. Ouais. Est-ce que c'est pas un signal, et après je passerai la main, mais est-ce que c'est pas un signal sociétal
que justement cet amour ou ce respect ou la vision de plus d'épanouissement. Alors j'entends que pour les entreprises c'est compliqué, que enfin voilà, au niveau business ça peut être compliqué pour mettre un cadre où les personnes travaillent du mardi au vendredi de 10h parce qu'il faut amener les enfants jusqu'à 17h parce qu'il faut aller les chercher, et que bon, j'entends tout ça, mais est-ce que c'est pas un signal global il y a plus d'épanouissement, d'amour dans la vision de respect en fait de l'équilibre pro-perso des gens dans l'entreprise et dans ce domaine particulier de la restauration? Euh, J'aimerais bien. Je suis pas convaincu que ce soit le cas partout. Ok. Hein. Faut quand même, il faut quand même voir le contexte dans lequel on est. Hein. Donc, moi, je vous parle d'amour dans le management, alors qu'effectivement, quand on regarde globalement ce qui se passe dans le pays ou en Europe plus généralement, j'ai pas l'impression que on soit dans l'amour de l'économie, de Ah non, l'entreprise, pas la tendance. du travail. Mm. En général, c'est plutôt, on est plutôt dans des mouvements un petit peu enfin des pics et des hauts et des bas qui font effectivement que c'est un peu compliqué, quoi. Mm. Donc, je dis, dans l'entreprise, on a encore une chance, effectivement, c'est de pouvoir pratiquer ce genre de choses. Hmm. L'entreprise, finalement, c'est encore un endroit où les choses sont assez, entre guillemets, elles fonctionnent, assez réglementées. Hein. Enfin, j'espère que ça va durer encore longtemps. Hein, je pense que Je pense. je pense qu'un prof dans l'école, c'est compliqué de développer effectivement de l'amour dans l'enseignement. Ouais, ouais. Ah, il le veut, il y en a qui sont effectivement extrêmement motivés par rapport à ça, mais c'est pas toujours simple. Mm. Hein, C'est peut-être un contexte plus sclérosé qui ne permet pas d'innover, de trouver des c'est plus systèmes, des compliqué. solutions qui permettraient de C'est mettre ça en œuvre. c'est plus compliqué, mais bon, tout ça, ça fait qu'effectivement, dans un univers qui est quand même plutôt pas vraiment dans ce sens-là. Mm. C'est pour ça que je trouve que de le dire aujourd'hui de façon provocante, Ouais. l'amour dans le management, Pour la peut-être c'est une performance, hein. façon de repousser le curseur Ouais. Ah, dans un sens qui leur mettrait au juste milieu, quoi, finalement. ouais. En tout cas, moi, je milite pour ça. Hmm. Ouais, soyons heureux et soyons performants au passage. Je trouve, C'est important, Et hein. ouais, Sinon c'est- l'entreprise Soyons tient heureux pas. et performants. ouais, et du coup, presque. Gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve ça très bien. Hein, c'est une mentalité qui se perd un peu, qui n'est pas toujours utilisée, mais moi que je défends ardemment. Trop bien. Petite séquence pour te découvrir un tout petit peu plus, même si ça sera bien sûr pas exhaustif et beaucoup trop court. Et j'avais une première question pour ça, c'était est-ce que cette notion de préoccupation de l'autre, tu as déjà un peu répondu, hein, donc tu m'as un peu coupé ma question, mais Ah bon? cette préoccupation de l'autre, cet amour, c'était quelque chose que tu avais dans le biberon? C'est quelque chose qui, clairement, c'est tes parents, c'est la manière dont fonctionnent tes parents, peut-être de tes parents dans leur relation avec leurs collaborateurs, dans les métiers qu'ils avaient, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis, toi, via d'autres types d'expériences? Bon, alors, moi, je suis parti des gens qui ont été élevés dans une famille qui est restée unie, quoi. Hein. Donc, déjà, peut-être c'était un avantage, j'en sais rien. Après, on est plutôt, nous, dans la famille, des gens conviviaux. Donc, ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui forme au départ. Après, moi, tout le reste, je l'ai fait par mon expérience, par des rencontres, des gens qui m'ont inspiré. Ok. Hein, Mais c'est pas ton père à un moment donné qui t'a pris, tu sais, l'a mis posé la main sur l'épaule, a dit si tu veux être un bon manager, il faudrait que tu sois vraiment. non, Il y a pas eu de ça? non, 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 non. Mon père était catastrophé que que je fasse pas HEC ni un métier scientifique. Mais non, il m'a jamais parlé de management en tant que tel. Ok. Par contre, lui, il avait une autorité paternelle qui était tout à fait conviviale et qui était et qui entraînait le respect de ses enfants envers lui, quoi. Hein. Donc, Dans cette même logique, tu veux dire, ah d'amour oui, il est, qui fonctionne d'une ah bah, certaine je manière. pense, ouais, à sa façon, oui, tout à fait, ouais. Ok. À sa façon. Et est-ce que Mais- avant tu citais un exemple hors caméra justement d'un contre-exemple presque qui était le management traditionnel ou paternaliste, Patriarcal. patriarcal. Est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a donné des indicateurs sur le chemin de tiens, je vois qu'il y a un modèle mais c'est pas forcément là où je veux me guider. Comment tu l'as intégré? Non, parce que moi, je l'ai pas vécu, ce management patriarcal. Hein. Ok. Dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, euh, j'ai eu beaucoup de managers, beaucoup de mauvais,
mais pas de patriarcal. Ok. Donc j'ai pas vécu ça. Bon après, je dirais que c'est plutôt, ça a été vécu par, des gens, avant quoi, hein. Il y a encore quelques entreprises qui ont, ce type de manager. Moi, j'en ai pas connu, hein, honnêtement. Heu je dirais plutôt que, les doigts des bons managers que j'ai eus, je peux les compter sur, peut-être, mes 3 doigts. Mm. Ok. Pourtant, il en a 5. Hein. C'est pour ceux qui sont sur la version podcast, il en a 5 qui n'ont pas l'image. Tu veux dire, il y a trois personnes t'as été managé Bah, il y a par 3 références, selon toi. ah bah, en tout cas, il y en a 3 qui m'ont inspiré. Ok. Les autres, jamais. Bon, Ok. Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces 3 où il y a quelque chose de commun entre les 3? des choses très différentes. Ok. Des choses très, très différentes qui en fait, ont semé chez moi, des choses qui ont, germé au fur et à mesure. Hein, ça n'a pas été immédiat. Le bon vin. Hein? Le bon vin. Le bon vin, exactement. On retourne sur le Oui, bon vin. oui, tout à fait. Donc, c'était plutôt inspirant. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, à ces gens, j'ai eu l'occasion de leur dire merci. Hmm. Ah oui, donc c'est vraiment conscientisé Ah oui, fortement, quoi. mais longtemps après. Ça veut dire que je les ai rencontrés bien longtemps après. Et peut-être pour certains, 30 ou 40 ans après, quoi. Enfin, 30 ans après mes débuts. Et puis, finalement, c'était l'occasion de passer un bon moment et à un moment de leur dire, bah, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à vous et pour cette raison. Ah. Hmm. Est-ce que, parce qu'en préparation, tu me parlais d'un job que tu avais eu en Allemagne quand tu étais jeune et tu avais fait 25% du boulot, tu avais un peu maquillé le fait que tu n'avais pas bien bossé Ouais. et tu es tombé sur un manager qui t'a un peu recadré. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Ça connecte avec ça? Il fait partie des ça- 3 là? il en fait partie. Ok. Il en fait partie. En fait, j'étais rentré, j'étais tout jeune et j'ai fait mon cesse militaire en tant que coopérant. Ouais. Hein, donc, je l'ai fait dans une unité qui était très tournée business, quoi. Hein. C'était en Allemagne et le patron de ça, c'était un gars vraiment très orienté business, quoi. Mais c'était tous très jeunes, donc c'était un peu tout le monde se tutoie. C'est la bonne franquette. Je sais pas si tu es arrivé, qu'on a fait la fête avec le patron chez lui. Enfin, bon, voilà, c'est vachement sympa ici, hein, finalement. Hein. Elle est bien cette boîte. Elle est bien cette boîte, tout le monde. C'était c'est le Club Med, c'est le Club Med, hein, ce truc-là, c'est Ouais. vachement bien. Donc ça n'a pas raté. Hein. Donc la première mission qu'on m'a confiée, je l'ai bâclée. Hein. Sauf que ça s'est très mal passé pour moi, quoi. Hmm. Donc j'ai été recadré, mais alors de façon Militaire. ah ouais. Et donc j'ai compris une chose, c'est qu'en tout cas, c'est pas parce que il y a une bonne ambiance et que tout le monde s'épanouit justement que c'est Club Med et que on peut faire n'importe quoi. J'ai pas été performant. J'ai pas compris. J'ai pas compris que les moyens qu'on me donnait, je pouvais les magnifier, les optimiser avec mon bien-être. Hmm. J'ai été recadré, ce qui m'a provoqué un fort mal-être. Hmm. Mais comment est-ce qu'il t'a bien recadré, si j'entends ce que tu dis, c'est ça? Ah bah, Mais dans le sens bien recadré, au sens il a utilisé les bonnes manières de faire pour d'un bon manager pour recadrer, ou c'est pas ça que tu retiens? bah, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai passé un mauvais moment. J'ai passé un mauvais... Parce que moi, j'étais convoqué dans son bureau, je pensais que c'était pour... Faire la pour, fête. Ouais, Alors, on est reparti. pour me dire qu'il était content de moi, je sais pas. Et au contraire, je me suis fait ramasser Ouais. vertement. Et puis, en fait, dans ces cas-là, quand tu es totalement déstabilisé, quoi. Hein. Hmm. Donc, j'ai passé un sale moment qui m'a profondément bouleversé. En tout cas, j'étais mal. Mais en fait, de ce gros échec, j'ai réappris à reconstruire derrière. Et bien sûr, après, ça s'est bien passé. Hein, donc, Ok. bonne Ah, expérience. t'as J'ai- inversé la tendance après, quoi. il m'a pas rendu aux armées. Hein, donc, Ok. donc j'ai continué. Bien sûr, après, ça s'est bien passé. C'est passé au tout début. Après, c'est très bien passé. Mais surtout, j'ai surtout retenu cette leçon, quoi. C'est qu'en fait, c'est pas parce que on veut favoriser le bien-être et l'épanouissement que on va rien foutre derrière. Hmm. Hein, tout le monde le sait. C'est que derrière la performance, il y a de l'exigence. Hmm. Hein. Mais l'exigence n'est pas incompatible avec l'épanouissement ni le bien-être. Peut mettre, Pas du tout. peut être au service de ça. Mais à l'inverse, on peut mal comprendre ce qu'on dit. On dit bah, finalement c'est cool ici, hein, donc
relax, là, ça va mal se passer comme ça s'est mal passé pour moi. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est de capter qu'un recadrage, particulièrement peut-être pour un plus jeune, mais c'est pas forcément que pour les plus jeunes, ça fait du bien Ouais, à tout le monde, quoi. mais bien sûr. Voilà, quand Mais quand c'est pas malsain, quoi. donc j'étais content de lui dire, il y a 3-4 ans, merci. Hein. Hmm. Je dis, il se rappelait plus, bien sûr. Il en avait recadré tellement. Exactement. Mais ça me rappelle la notion de bienveillance et ce couple entre si on est trop dans on peut tomber dans l'extrême qui est la complaisance ou la violence si on est trop ferme. Et en fait, c'est de trouver ce juste milieu entre apporter cette bienveillance dans l'écoute, dans le regard, oui. dans le respect de l'autre et cette fermeté quand en fait les choses Mais ne oui. vont pas. Mais- Et point barre. Hein. Et moi, ça a encore augmenté le respect que j'ai pour cette personne. Hmm. C'est Un grand rassurant. respect. Quelque part, c'est rassurant. C'est un grand bonhomme qui a fait des choses très très belles et j'ai un grand respect pour ce monsieur. Tu veux citer son nom? Oui, il s'appelle Gilles Unterreiner. Eh Trop bien, bien. à lui. Ouais, c'est ça. Petite séquence, un truc. J'ai fait une petite séquence, un truc. Donc, Je découvre. ouais, c'est la question rapide, peut-être réponse rapide, et bien sûr, si tu le souhaites, tu développes. Un truc qui t'a surpris il y a 17 ans, plus de 17 ans maintenant, quand tu es arrivé chez Elior. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris? J'ai dit ça, moi? Non, Quel je sais truc pas. qui m'a Non, surpris c'est une question qui se C'est une pose. question ouverte. Souvent, il y a plein de trucs. Il y a des choses qui nous surprennent dans le bon sens, hein, parfois. Hein. Alors, non, moi je suis arrivé alors, chez Elior. C'est une anecdote, hein. Donc en fait, moi, j'ai intégré d'abord Elior. Je n'étais pas l'Alsacienne de restauration. Je suis rentré comme directeur régional chez Elior Mhm. et je suis rentré au moment de Noël. Hmm. Et je me rappelle que ma première réunion, je suis arrivé, on a passé 2-3 slides à peine et comme c'était à Lyon, on s'est trouvé chez Paul Bocuse immédiatement à déguster tout ce qui se passait derrière les comptoirs à, à Lyon. Donc, bien sûr, en arrosant tout ça de ce qu'il fallait. J'ai trouvé ça, mais c'est hyper sympa la restauration finalement. Hein. Après le transport. Après, après le transport surtout, c'est hyper sympa. Dis donc, si les réunions c'est comme ça à chaque fois, ça va être cool. Bien entendu, j'avais retenu la leçon. Et je me suis dit, attends de voir un peu derrière. Et je suis pas trompé. C'était effectivement juste au moment de Noël. Après, c'était très exigeant. Mais je suis tombé dans une très bonne équipe. Et je me suis vraiment éclaté pendant les quasiment 3 ans que j'ai occupé cette fonction avant d'arriver à l'Alsacienne. Hmm. Autre truc au sens moment, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où un choix un peu différent, un truc un peu différent, aurait fait que tu aurais une existence complètement différente? Est-ce que tu as une sorte de carrefour à un moment dans ton existence? Que j'aurais fait une chose. Non, je pense plutôt que ce que j'ai fait m'a permis d'accéder à ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai bossé effectivement chez Canon pas mal d'années et je ne suis pas parti de mon plein gré. C'est effectivement, je me suis mal entendu avec un de ces managers que je ne respecte absolument pas. Mm. Il fait partie de ceux-là. Et donc on s'est séparés. Et après cette expérience, je me suis dit, je ne vais pas rester dans la bureautique, dans le bien d'équipement. Il faut que je change. Parce que j'aurais pu aller travailler chez Ricoh, ou chez Xerox, comme d'autres le font. Mais je voulais pas. Je voulais changer d'univers. Et en fait, tout à fait par opportunité, on m'a proposé de travailler dans le transport chez Epner. Bah, ça n'a rien à voir. Hmm. Et ça t'as pas m'a- eu peur, quoi. J'ai dit, si je veux, en tout cas, gommer mon image d'expérience dans le bien d'équipement, il faut passer par ça. Mm. C'est le monde du service. Alors, je vous le confirme, hein, ça n'a rien à voir. Hmm. Rien. Le transport avec... Hmm. et pour moi, c'était un moment de transition. Un moment de transition. Et j'ai bien eu raison de le prendre comme ça, parce qu'effectivement, c'est grâce à cette expérience, pendant que j'y étais, que j'étais contacté par un recruteur pour Elior. Hmm. Sans cela, jamais j'aurais eu l'opportunité de rentrer chez Elior. Hmm. Comme quoi, des fois, il faut saisir, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'était plutôt, c'est plutôt un suivi de parcours qui a permis ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit longtemps, la vie est faite d'un parcours avec des opportunités qu'à un moment on saisit ou on saisit pas, mais en tout cas, ça peut construire effectivement un parcours de vie.
Je saisis justement la balle du truc et Ouais, j'ai une question qui le me truc. vient. Quel est le truc? Alors moi qui aime changer, j'ai jamais fait plus de 5 ans dans une aventure et systématiquement c'est moi qui crée l'aventure. Donc je m'ennuie de ma propre aventure au bout de 5 ans. Du coup, pour quelqu'un comme toi, combien d'années aujourd'hui dans l'entreprise à la scène de restauration, le groupe Elior, ça fait combien de temps? Ah, le groupe Elior, ça fait 20 ans. 20 ans. Quel est le truc qui fait que tu restes 20 ans dans un groupe? Moi, j'ai C'est besoin vrai, de savoir. Ah, tu sais, mon père était resté toute sa vie dans la même entreprise. Ok. Moi, j'en ai fait 3. Tu te dis, c'est déjà pas mal. Mes enfants en feront sans doute plus. Déjà, mon fils aîné qui en a fait 2 déjà, Ok. donc à même pas 30 ans. Donc ils vont en faire probablement plus. Moi, je t'ai dit dès le départ, je vais pas faire qu'une entreprise. Mhm. Bon, j'en ai fait 3. Mais il faut bien se dire que dans chacune de ces expériences, et notamment chez Elior, j'ai pas fait la même chose Mhm. pendant 20 ans. Les choses ont été très différentes. J'ai fait plusieurs choses dans ce parcours. Donc pour moi, ça a été à chaque fois des nouveaux paris, des nouveaux défis, et je ne me suis pas ennuyé du tout, quoi. La nouveauté alors. C'était de la nouveauté, mais je suis pas resté 20 ans dans le même bureau à faire la même chose, d'accord? Hmm. Après, effectivement, j'ai eu d'autres propositions au début, effectivement. Bon, maintenant, on ne fait plus, hein, mais bon, avant. Donc, j'ai refusé parce que finalement, je me disais, mais finalement, est-ce que tu vas être gagnant? Tu sais ce que tu vas perdre, tu sais pas ce que tu vas gagner, quoi. Et je sais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, forcément. Donc, j'avais pas une envie folle de changer. Mm. J'avais envie de rester et j'avais envie de continuer à faire ces différents parcours. On m'a offert cette opportunité, on m'a fait confiance et pas mal de gouvernance a passé chez Elior et je suis toujours là. Hmm. Trop bien. Dernière question pour le truc. Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, le côté équilibre au boulot, équilibre dans sa famille et équilibre à l'intérieur de soi-même. Et ça passe aussi par des temps de repos. Et ça connecte avec ce que Sandra Geiger nous a dit, multiple championne du monde de boxe, qui nous a dit que pour être performante en sport et en entreprise, il faut savoir se reposer. Et ma question un peu personnelle finalement, toi, comment tu te reposes? C'est quoi ton truc pour te reposer? Alors, me reposer. Alors déjà, je me repose pas. Mais mon épouse qui serait là a dit il dort très peu, il récupère très vite. Mais bon, en fait, il y a différents. Moi, j'ai des choses extrêmement très compartimentées. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je suis dans ma vie familiale, j'y suis et je ne fais pas rentrer par différentes personnes la vie professionnelle chez moi, quoi. Hein. Mhm. Je fais pas des dîners avec des collaborateurs chez moi. Bon, où je segmente effectivement les choses. Et puis quand je suis dans mes activités personnelles, ben, j'y suis et puis je les pratique et j'aime pas qu'on m'y dérange. Hein. Donc voilà. Donc je pense que déjà c'est la première chose, c'est de faire en sorte que chacune de ces vies soit bien compartimentée. Alors je dis pas que dans les familiales, j'aurais pas mes mails. Si, bien sûr. Hein, je peux travailler aussi, et mes fonctions m'obligent d'ailleurs à travailler même pendant les vacances. Mais il y a quand même, quand on est ensemble, en famille, ben, on reste ensemble et puis on fait des choses ensemble. Quand on se dit, bah là, j'ai besoin d'un temps pour travailler, ben, on le respecte et on le fait, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver ces équilibres dans chacune de ses vies, quoi. Son fort intérieur, sa vie privée et familiale et sa vie professionnelle. Hmm. Ok. Donc moi, le fait de faire différentes choses, et puis entre autres, effectivement, c'est de rencontrer des amis, de passer des moments conviviaux, rencontrer la famille, passer des moments conviviaux, faire du sport, ça, c'est effectivement, c'est des choses qui me permettent effectivement de m'équilibrer. Trop bien. Merci pour cette dernière séquence. On va faire entrer Johanna. Johanna, pour Abracadabra, entre quatre yeux. C'est comme ça qu'on a appelé cette séquence. Donc, avec Johanna, entre quatre yeux. On va enlever les nôtres ben. alors ou... Ah ouais, presque. Tu peux les fermer si tu veux. Réaction à chaud, impertinente et pétillante. Abracadabra. Johanna, bienvenue. Merci. Ah, on te fait apparaître comme par magie dans cette saison numéro 2. T'assistes à nos échanges. Donc depuis 1 heure quasiment maintenant, nos échanges avec Eric, tu découvres aussi tout ce que Eric porte, et ben, on te fait venir un peu dans le prolongement de la saison dernière pour accueillir ton regard
pétillant, impertinent parfois. J'ose le mot, hein, je crois que tu souscris. Tu peux. Et du coup, avec quelques réactions à chaud, quelques petites questions que tu viens ouvrir pour Eric. Ouais, il y a un truc qui m'a posé des questions justement dans tout ce que vous avez dit avant. Tu disais qu'il n'y avait pas besoin dans une entreprise d'avoir des tables de ping-pong et un flipper dans l'entreprise pour avoir un bon management. Mais entre nous, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a des tables de ping-pong dans ton entreprise ou pas? Non. Non. C'est Non. triste. Non. Et est-ce que c'est un principe chez toi de ne pas installer des tables de ping-pong dans l'entreprise? Non. Je ne suis pas contre, mais j'ai pas la place, premièrement. Problème pratique. Mais j'ai un canapé. Ah. Dans une salle. Ah. Qu'on appelle la salle zen. Ah, Ah, donc il y a des cours de yoga quand même. Non. Ah. Non. La salle zen, c'est une salle d'abord qui a été faite par les salariés. C'est eux qui ont voulu avoir un espace qui nous sert à la fois de salle de réunion, ou pour s'isoler, pour téléphoner, ou pour se reposer, ou une salle où on fait des pots ensemble. Voilà. Ok, donc il y a quand même cet endroit un petit peu un safe space. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans les entreprises, si je me trompe pas. Le fait d'avoir vraiment un espace de collaboration, est-ce que c'est juste parce que je débarque et que je me dis que tout a été inventé à mon époque? Non. Alors, ça fait une dizaine d'années quand même hein, que Oui. les entreprises Ouais. commencent à s'équiper. On en voit pas mal. Moi, j'ai des collègues qui ont leur boîte et qui ont mis des salles de muscu, sauna, hammam, qui mettent effectivement un flipper dans Des un coin. piscines, des grands 8. On n'est pas encore au grand 8, mais des boîtes plus importantes, effectivement, mettent ça. Et c'est pas qu'en France, hein, au Luxembourg, que je connais aussi, pour retenir les jeunes, justement, il y a pas mal les Big Four, par exemple, hein, qui équipent leur entreprise de différents salles pour retenir un maximum les jeunes dans l'entreprise, hein, pour éviter qu'ils partent. C'est ça le but en fait, c'est pour retenir les jeunes. Ah ben, oui, moi je crois pas que ça suffise, mais bon, Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour retenir les jeunes? ça c'est une bonne question. Parce que du coup, on parlait de ce rapport à l'autorité que C'est- ma génération apparemment ne supporte plus. Et je le vois, hein, et moi-même, j'en suis la première à avoir du mal à supporter une autorité qui serait, entre guillemets, un peu plus patriarcale, justement. C'est Ouais. aussi ce dont on parlait avant. Mais chez nous, elle l'est pas, puisqu'effectivement, on laisse les gens s'épanouir dans leur univers. La seule chose, effectivement, qui m'interpelle aujourd'hui, puisqu'on parlait des jeunes, j'ai quelques exemples là, tout à fait récents de jeunes qu'on a recrutés dans des fonctions support, hein, donc au siège, deux notamment. Pardon, juste fonction support. Ouais, c'est des gens qui sont en support des opérationnels, hein, dans des métiers techniques, hein, comme par exemple l'hygiène, la sécurité ou la formation. Mm. Hein, des gens qui sont en support des opérationnels sur le terrain. Ça veut dire qu'ils les soutiennent? Bah, ils les soutiennent par leurs compétences. Ah. Quand effectivement on doit faire un plan de prévention ou lorsqu'on doit mettre un plan de formation en place, et ben, ils viennent effectivement aider leurs collègues opérationnels, managers, à le mettre en place. C'est des sortes d'assistants multitâches? Ils ne sont pas multitâches, ils sont dans une activité Ok, assistants spécialisés. spécialisée. Ok, d'accord. Exactement, Pas c'est ce que je viens de dire. Ah, c'est top. Ouais. C'est ce que je viens de dire. Donc, c'est ce qu'on appelle des fonctions support. Mm. Les ressources humaines, c'est support. La paye, c'est support. La communication, La compta, c'est Ça va te support. parler, je... Le marketing, c'est support. Voilà, Ouais. voilà quelques exemples de fonctions support. Hein, d'accord. Et donc, moi, quand je recrute ces personnes, j'arrive toujours que je leur décris tous les points négatifs hein, qu'il faut qu'ils prennent en compte. Parce que s'ils viennent chez nous, c'est pas pour juste faire un petit tour et partir. Sinon, tout le monde perd du temps. Ils perdent du temps nous, et ils perdent du temps eux. Il faut recommencer, c'est dramatique. Et ça n'a pas raté. Les deux qu'on avait recrutés l'année dernière, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de partir. Et en fait, ce que j'ai dit à Alain, c'est qu'en fait, il faudrait qu'ils réfléchissent à pas considérer l'entreprise comme un Kleenex. Mm. Parce qu'en Wow. fait, c'est un peu ça. C'est finalement, pour une raison qui m'est propre, mais qui n'est pas fondamentale, je décide de démissionner. Ok. Ou encore mieux, de demander une rupture conventionnelle. Hmm. Je trouve ça un peu gonflé, quoi. Mm. Alors qu'on s'est dit les choses, où est l'engagement, quoi. Il y en a même un qui m'a dit, oui, mais si je règle mes problèmes, vous me recruterez dans plusieurs mois. Ah, j'ai dit, il y a une chose qui est certaine, c'est que je vous reprendrai plus jamais. Parce que pour moi, la confiance est rompue. C'était Donc, quelqu'un qui- c'est des choses. Je constate effectivement que là, on a des conceptions très différentes de l'engagement.
Ben, il faudra qu'on s'adapte. Et de toute façon, c'est eux plus tard qui reprendront les rênes des entreprises. Hein. Mm. Je fais une parenthèse sur, je crois que c'était Steve qui nous disait lors du premier épisode que Ouais. les coûts cachés pour une entreprise d'un recrutement, je crois que c'est de l'ordre de 20 000 euros ou Ah, mais quelque c'est chose comme ça, énorme. c'est énorme. Parce que l'intégration Bah, de ces personnes, Le temps pris, la formation. temps pris, formation, et coûts directs et indirects, Ouais. c'est énorme. Mm. Après, ça fonctionne. Et tout d'un coup, il dit, je m'en vais. Bah, vous recommencez tous à zéro, Ouais, avec les coûts que vous avez absorbés. Mm. Donc pour l'entreprise, c'est épouvantable ça. Épouvantable. Et je constate effectivement que les nouvelles générations, pour les gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, qui intègrent l'entreprise, finalement, cette notion d'engagement, elle n'est pas si forte que on pouvait l'avoir nous, à un moment donné. Et on dit que nous, on s'engage, on ne va pas partir. Quoi. Surtout pour une raison, allez, que je qualifierais de futile. Jugement. Mais Ouais, suis un peu dur. c'est-à-dire. non, je ne vais pas le dire parce que D'accord. Entre quatre yeux. Dommage, ouais, moi, j'étais je ne vais prête, pas le dire, mais hein. c'est pas parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. C'est Mm. parce que, pour une raison qui m'est propre, je décide effectivement, malgré tout ce qu'on a fait, malgré mon engagement, effectivement, de demander une rupture conventionnelle. Alors déjà ça, je trouve ça un peu gonflé. Il faut tenter, hein. Il faut tenter, Ils sont tenteurs. essayer. ou de démissionner, quoi. Mm. Et c'est pour ça, effectivement, que je dis que il ne faut pas qu'on considère l'entreprise comme un Kleenex. Ouais. Ah, bah, je C'est l'impression pense, que ça me donne, moi. Moi, j'ai l'impression, alors c'est mon analyse de la chose, de cette. Je dirais pas qu'on n'a plus la même notion de l'engagement, c'est juste qu'on n'a plus envie d'engagement, tu vois. Enfin, voilà. Je pense un peu un truc comme ça. Bah, on peut me le dire, ça, au recrutement. Oui, du coup, tu vas jamais te faire recruter. Ah, bah, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais ouais, non, c'est plus ce truc de. Enfin, mon analyse de la chose, mon humble analyse, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on est face à une génération, on a tellement le choix pour tout le temps, il y a tellement d'options qui s'offrent à nous partout, tout le temps, que tu as toujours peur de faire le mauvais choix. Et du coup, la seule manière de réussir à trouver le choix qui nous correspond, c'est de tester plein de trucs. Ouais. Et du coup, tu vas tester un truc, après un autre truc, tu vas prendre un Kleenex, voir s'ils sont bons, sinon Ouais, tant c'est pis. ça, c'est ce que je Et dis. voilà. Et c'est vraiment une question de peur de faire le mauvais choix, mais du coup, il faut tester pour savoir. Sinon, on est paralysé et tu sais, en fait, c'est un peu une angoisse générationnelle, quoi, finalement. Ouais. C'est Ah, un tu truc avec connectes lequel ça à je pense. l'angoisse. Waouh. Ouais, j'appelle ça une angoisse générale. Absolument. Je Ok. pose les termes, c'est ma nouvelle découvre théorie ça, là. sociologique. Citez-moi dans vos dissertations. C'est une angoisse générationnelle, vraiment, je pense. Ok. Avec... Moi, j'en parle avec des potes, même moi je l'ai, hein, Ok. peur de ne pas avoir fait le bon choix, Mm. de me tromper de voix, je me suis trompée de voix plusieurs fois, et voilà, tu vois, c'est quelque chose où bah, je tâte avec tous les trucs que mes parents et moi, enfin mes parents et la société, et voilà, voilà, la manière dont je l'ai reçu, c'était que on m'a dit, ok, la réussite, ça va être ci, ça va être ça, ça va être ça. Je me suis dit, ah, ok, t'es sûr? Bon, bah, si tu le dis, t'es adulte, tu sais. Alors, j'y suis allée, j'étais en mode, mais en fait, non, c'est pas pour moi, jamais de la vie. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est juste une sorte de. Juste. Je pense que c'est un truc avec lequel il faut Mais c'est qu'on apprenne à composer les uns les autres, c'est quoi. super intéressant. Du coup, pour conclure, comment est-ce que tu appréhendes, toi, Eric, cette angoisse générationnelle qui se traduit par une manière de fonctionner très très différente en termes d'engagement par rapport aux générations précédentes? Comment tu appréhendes ça de manière un peu Bah, pragmatique? Il met Oh. des tables de ping-pong. Justement, il n'en met Non, pas. tu sais que ils sont beaucoup plus attentifs, les jeunes, déjà, à des engagements sociétaux, premièrement. Aussi aux couvertures sociales qu'on peut proposer, ils sont très attentifs à ça. Et à la liberté des horaires. Ouais. Ça, ils sont extrêmement attentifs. Après, nous, sincèrement, on est dans une phase apprenante par rapport à tout cela. Je te le dis franchement, on n'a pas la réponse à ta question. Quand tu me dis que tu veux faire tes expériences à gauche, à droite, je dis fais-les partout, sauf chez moi. Mais non, je le dis ça comme ça, un peu par provocation. Ouais. Parce Oh, vous êtes qu'évidemment, bien trouvé. mais et reviens quand tu auras tout fait, que tu seras sûr. Non, mais bien sûr, je dis ça en plaisantant et en provoquant volontairement. Mais en toute modestie, nous tous, là, on est en phase apprenante. De plus en plus, effectivement, on va avoir des personnes de ta génération
et ceux d'avant et ceux d'après encore qui vont nous poser question par rapport à cela. Et nous, il va falloir qu'on apprenne. Tu sais, moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai appris par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, quoi. Hein. Donc là, on a des nouvelles données qui arrivent. Bon, bah, on va essayer de résoudre des équations les unes derrière les autres, et puis on va essayer de proposer des parcours dans ce sens qui soient rassurants, mais peut-être effectivement en ayant en tête que c'est pas forcément la notion d'engagement que nous on a sera peut-être plus précaire, quoi. Peut-être. Mm. Je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'on cherche. J'ai pas de réponse à cette question. Hein. Mm. Nous on découvre. Et j'avais juste aussi juste une dernière petite question, je gratte, parce que c'était aussi une de mes questions et tu en as parlé, par rapport à la liberté des horaires. Quand on parle d'une grande échelle, du coup, un minimum 1400 salariés, je crois que j'ai entendu, ouais, j'ai bien retenu. Voilà, comment tu peux laisser de la liberté dans les horaires à un groupe où il y a 1400 salariés, et est-ce que, par exemple, tu fais la semaine de 4 jours, je sais pas, ou est-ce qu'il y a des trucs comme ça où tu peux laisser des libertés tant que la performance est là? Oui. Est-ce que tu peux laisser des libertés dans les horaires un peu Ouais, plus? mais ça dépend de quelle catégorie de personnel on parle. Si tu parles des gens dans les restaurants, ils sont obligés c'est les d'être horaires dans un fixes. cadre horaire Mm. défini lui-même par le client déjà. Et puis nous, il faut qu'on ait une structure qui permette au restaurant de tourner. Après, évidemment, il y a des gens qui vont faire le choisir de travailler à mi-temps ou travailler plutôt un travail du matin. La restauration, c'est un travail en collectivité, c'est un travail du matin surtout. Hein. Mm. L'après-midi, ça permet effectivement de faire d'autres occupations. Donc ça, c'est plutôt apprécié par bon nombre de gens. Après, si tu parles de fameuses fonctions support Ouais, dont je t'ai parlé ou des fonctions encadrantes, ça- là, effectivement, tu peux adapter un peu plus tes horaires. Moi, il m'est arrivé d'avoir des collaborateurs qui me disent, je préfère tout concentrer sur 4 jours et le dernier jour, pouvoir travailler à la maison, par exemple. Mm. Mm. C'est possible. À Ça se partir fait du moment où on se met d'accord, hein, en amont, hein, faut pas faire l'inverse. Hein. Me dire, je suis d'accord avec tout, puis après venir me voir une fois que je t'ai recruté pour me dire, bah, finalement, c'est pas comme ça que je veux. Mm. Ça se passe très mal. Mmh. Parce que je préfère toujours que les choses soient dites en amont, moi. C'est un peu, pour moi, le discours de vérité. Moi, je dis la vérité, mais dis-la moi aussi. Et puis, si tu me dis, bah, tu sais, moi, ça va être plus dur l'après-midi, je préfère commencer plus tôt le matin et finir plus tôt l'après-midi, dans ma fonction support ou de management. Ok, bah, on examine si c'est possible ou pas possible. Si c'est possible, bah, on dit ok, on va le faire comme ça. Mm. Et si c'est pas possible, on va dire écoute, non, c'est pas vraiment ce qu'on recrute, ce qu'on recherche, parce que pour telle raison, ça ne marchera pas. Voilà, on est dans un dialogue à partir de là. Donc moi, je suis ouvert à tout cela et tout le monde le sait de toute façon. Hein, j'ai jamais, j'ai jamais été le nez dans la montre pour voir si les gens respectent leurs horaires. Mm. Pas du tout. Hein. Mm. Et je fais pas de remarques particulières. Hein. Les gens, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent arriver, alors qu'on a des cadres horaires en France. Hein, ça, c'est vrai. Alors, moins quand on est cadre que quand on est agent de maîtrise ou employé. Mais moi, je ne suis pas le nez sur ma montre. Hein. Les gens, ils sont responsables de leurs horaires. J'ai pas de pointeuse. Et donc tu notes pas forcément de différence de flexibilité entre un gros groupe ou une toute petite équipe par rapport Non. à l'aménagement des horaires, non? Non, mais tout ça, ça se fait en accord avec le management. C'est pas chacun comme il veut. Il Mm. faut en parler à son management, à son manager, mais en amont. Et puis si effectivement, à un moment dans le cours de sa vie, il y a des choses qui changent dans sa situation familiale qui exigent un changement, bah, on en parle aussi, quoi. Hein. Le dialogue est ouvert par rapport à ça. Je crois que l'entreprise a tout à y gagner. Mm. Qu'est-ce qu'on a gagné à perdre quelqu'un parce qu'on va être buté sur une exigence qu'elle demande alors qu'elle est très performante, cette personne, elle est épanouie, mais elle a envie effectivement d'aménager son temps de travail différemment. Mm. On n'a rien on a tout à y perdre à refuser. Au contraire, Mm. moi je suis favorable à échanger positivement là-dessus. Ouais, c'est vrai. Oui, je vais juste, puisque tu as mentionné nous tous, pas au sens de Ah nous non. tous le projet, tu as dit on est nous tous en train d'expérimenter, et du coup ça m'a fait Je dis, ah, ça me fait penser à quelque chose. ça m'a fait écho sur une expérimentation qu'on fait depuis maintenant 2 ans et demi avec Arnaud, hein, Arnaud Stolz de nous tous, puisque alors je suis pas de la même génération que toi, Johanna. Par contre, moi j'ai une peur de l'engagement ad vitam aeternam, CDI, moi faut pas m'en parler, même quand c'était ma propre structure, encore une fois avec Air Source Change dans laquelle je vrais. Et du coup, en fait, on a créé un modèle d'intrapreneuriat indépendant quelque part où on s'est engagé mutuellement sur une base où moi j'ai ma structure, il y a la structure existante. Sur 8 mois, au bout de 8 mois, on s'est dit, bah, en fait, on a œuvré ensemble, on a fait des belles choses, on a envie de
prolongé pour un an, donc ça c'était 2023. 2024, on renouvelle avec des modulos l'expérience. Fin 2024, on regarde à nouveau le matériel, l'immatériel, donc c'est-à-dire l'état d'esprit, l'épanouissement, les objectifs, les résultats. On se dit on prolonge sur 2025 et cette année, on se dit en fait on a envie de faire évoluer le partenariat et on va créer, on va monter maintenant Nous Tous Pro en société. Et donc on va s'associer quelque part, on va se lier un peu comme un mariage. Hein, tu parlais de la mariée avant, mais ça a été progressif et moi ça m'a permis en fait de pouvoir me projeter période par période sur 2 ans et demi. Et de me dire, en fait, ouais, je me vois effectivement dans la durée sur le développement de ce projet, en associé avec Arnaud et la paroisse, en l'occurrence Saint-Pierre-le-Vieux. Mais si on n'avait pas été dans cette graduation, je pense que moi, il m'avait dit, non, en fait, on s'associe aujourd'hui et c'est CDI ou rien. En fait, moi, ça aurait été rien, très clairement. Voilà, je voulais donner une forme d'expérimentation qu'on a eue et qu'on continue de mener. Aussi, en se disant, dès le départ, alors peut-être à destination, nous, de certaines initiatives d'église aussi qui sont en recrutement en ce moment, et il y a aussi des métiers en tension comme le pastorat, de se dire tiens, comment on peut monter un nouveau modèle qu'on est en train d'expérimenter et qui pour le coup dans notre fonctionnement fonctionne. Donc voilà, j'avais envie de le partager aussi à cet endroit. Ouais. Ok, stop. J'entends que c'est le... Ah, où tu voulais réagir, monsieur? Non, tu as dit stop. Non, il j'ai a dit dit top. Ah, top. Ah bon, j'ai pas compris. Stop. Ouais, je suis comme ça, j'arrête mes émissions un peu brutalement, quoi. Non, pardon, Eric, tu voulais réagir, excuse-moi. Non, pas du tout. Je voulais dire à Cédric, finalement, tu prends le CDI maintenant. Tu prends le CDI? Non. Ah bon, d'accord. Je prends associé, gérant, assimilé, assimilé C'est salarié. un très souple le CDI. Hein. Ouais, mais... C'est très souple. Hein. Du côté salarié, oui. Ah oui. Ouais, puisqu'il peut partir. Ça a beaucoup d'avantages. Hein. Ouais, c'est ça. Je te comprends, Cédric. Il n'y a rien d'engageant dans la CDI. Hein. Il y a tout dans c'est le côté indéterminé, moi, qui il est m'angoisse. indéterminé. Tu as un préavis de 3 mois ou même pas. Hein, ou même pas. Ça dépend de tes fonctions. En Alsace-Moselle, c'est même plus court selon ta fonction. Moi, si je fais le rapprochement au niveau des relations sentimentales, c'est la même chose. Tu me dis un CDI demain, je dis non, commençons par un CDD de 3 mois. Ce qui est intéressant. Pas du CDI. Hein. Ce qui est intéressant en conclusion de ça, c'est que souvent on dit c'est moi. Hein. Que les employeurs aimeraient questionner le CDI. Souvent, on entend ça et dit c'est pas adapté, etc. Et c'est vrai, hein, les petites structures qui veulent prendre une personne en plus, c'est difficile parce que c'est tout de suite une personne en plus, une grosse charge supplémentaire pour les petites structures. J'imagine que pour les grandes structures, il y a aussi des défis de ce type-là. Si tu me lances sur le sujet des charges. Ah oui, j'imagine qu'il y a de quoi dire. Alors là, il va en avoir pour un moment. Hein, mais c'est intéressant de voir que ça peut correspondre aussi quelque chose de plus innovant en matière de contrat de travail ou de manière pour le salarié de s'engager, qu'on peut innover, que c'est aussi c'est pas juste une demande de l'employeur, ça peut être aussi une demande d'une nouvelle génération, je caricature bien flexible. Sûr. Voilà, c'est ça, plus de flexibilité, plus d'intelligence. Là, tu es en France. Hein, oui, je sais, c'est pas gagné. Bonheur pour... tu vas avoir des levées de boucliers là. Hein. Oui, là, je pense pas que ce soit le monde de l'entreprise qui refuse ça. Hein. Oui, justement. Et souvent on dit que c'est le monde de l'entreprise qui porte ce message-là, mais visiblement pas que. Ça sentait le top. Ça sentait le départ politique de la chose. Mais ça serait intéressant. Là, si tu me lances là-dessus... on te réinvitera. Merci en tout cas, Eric Wolf, donc, pour l'Alsacienne de Restauration. Vraiment pour ce moment d'échange. On sent bien que quand on rencontre des personnes comme toi, il y a une vie en fait, à découvrir. Et en fait, il y a des pépites un peu de partout. Donc on a un peu saisi là-dedans quelques fruits vraiment très très intéressants. Donc, merci beaucoup pour ce partage et on sent bien qu'il y aurait plein de choses encore à dire. Merci Cédric, c'est moi qui te remercie cette saison, c'est marrant, c'est bien. Merci à vous, merci à toi. Johanna, merci pour ta pétillance et ton impertinence. Merci. C'était 100% réussi. Remerciements aussi pour Nous Tous Pro, porteur principal projet sur ce rendez-vous Abracadabra, qui cherche à faire émerger des ressources pour les entrepreneurs, pour les dirigeants. Donc on espère que vous avez trouvé de la ressource finalement dans ce qu'on a vécu et discuté aujourd'hui. Également, belle pensée avec Bernard Maufra, Smart Group et toute l'intelligence justement qui est dégagée par Bernard Maufra et Smart Group, qui participe à la conception d'une partie de cette émission. Cédric, on a fait le tour, on est au bout. On est au bout. Mission accomplie pour le lancement de la saison. Mission accomplie.
On mettra tous les liens aussi dans la description Oui, pour complètement. la scène de restauration. Tu nous Mhm. diras où on peut te contacter peut-être, Sûr. ou s'il y a quelque chose Mm. des collègues. Voilà. Ouais, complètement. Donc ouais, les liens utiles, vous le savez comment faire. Et puis n'hésitez pas, vous l'avez compris, là je le dis en mode ça vient du cœur. C'est une ressource. C'est pensé comme une ressource. Nous, ça nous nourrit de ouf. Moi, je suis nourri vraiment fortement par tous Pareil. ces échanges. N'hésitez pas à partager ça autour de vous, que ça puisse peut-être aider et nourrir, ou en tout cas mener une réflexion autour de vous pour ceux qui sont concernés par ces sujets. Allez, on vous embrasse bien fort et on vous dit à très vite le mois prochain pour l'épisode 2 de la saison 2 d'Abracadabra. Bye. Merci. Merci, au revoir.